On poursuit notre exploration de la presse écrite avec Carl Terrien, qui apparemment donc fera homme orchestre, puisqu'il présente en fait une présentation à 3 têtes de sémioticien de l'UQAM avec Isabelle Lefebvre et Adam Lefloy-Lebel. Donc on continue sur la question de la presse, mais plus précisément sur un genre qui a plutôt mauvaise réputation, la publicité, qui se repose souvent sur des stéréotypes. Et comme vous vous en doutez peut-être, vu la présentation qui a eu lieu hier, il y aura du corpus, et plutôt un corpus assez important, assez gros. Donc on se réjouit de découvrir un peu cette perspective sur ce genre qui a plutôt mauvaise presse. Désolé, hier c'était plug and play. Voilà. On voit quelque chose? Oui, c'est bon. OK. Bonjour tout le monde. Donc, je précise que comme hier, les visualisations, désolé, j'avais quelques diapos de retail au début. Les visualisations que vous allez voir tout au long de la présentation sont disponibles sur ludov.ca, donc la version bêta est en ligne. J'ai à peine 70 diapos à vous présenter pour la fin de cette journée palpitante. Donc, top chrono, on essaie. C'est pas garanti que je vais réussir. La communication s'intitule « Le cadre publicitaire au cœur de la culture vidéoludique, étude comparative des publicités imprimées dans Computer Gaming World » et Tilt. Je salue Isabelle Lefebvre et Adam Lefloy-Lebel qui ont largement contribué à l'encodage des données et à l'interprétation des résultats. Comme hier, donc, tout ceci est issu du projet de recherche SHAC qui a un volet jouabilité, comme on l'a vu hier, et aussi un volet marketing. Le but du projet, qui s'intitulait « Histoire de l'expérience vidéoludique », c'est de remettre l'accent sur le volet culturel, de fournir aux chercheurs des traces plus objectives fondées sur l'encodage de la culture vidéoludique et développer des outils de visualisation qui permettent d'observer l'émergence et la cristallisation des divers aspects culturels. Globalement, tout le monde comprend que la jouabilité, quand on veut parler de l'évolution de la culture vidéoludique, c'est bien sûr un objet d'étude privilégié. Dans The Formation of Gaming Culture, évidemment, mon collègue Graham Kirkpatrick s'attache à étudier la jouabilité. Il va adopter un point de vue bourdieusien et dire que « Games and gamers emerge together and condition one another ». Donc, il y a une espèce d'enchevêtrement réflexif. En étudiant les jeux eux-mêmes, on dit déjà quelque chose du jouer, de la façon de jouer. Mais qu'en est-il du para, de l'épi, du péritexte? Est-ce qu'on peut prétendre étudier l'évolution de la culture et de l'expérience vidéoludique à travers ces textes qui, comme vous le voyez, sont toujours attachés à un pourtour, à un à-côté? C'est une des thèses centrales et très fortes de l'ouvrage de Graham Kirkpatrick, c'est-à-dire qu'il analyse surtout, en fait, la presse spécialisée, les critiques notamment, donc ça fait largement écho à la présentation de Boris. Il va défendre une thèse très forte qu'en fait, la culture vidéoludique, en ce sens de l'appréciation de la jouabilité, de ce qu'est de la bonne jouabilité, émerge largement dans les magazines, surtout au Royaume-Uni au milieu des années 80. Il y a un petit peu de chauvinisme ici, mais bref, je m'inscris avec cette recherche dans ce mouvement de recentrement, c'est pas le bon terme, de recentrer ces textes qui sont épi ou para ou péri pour étudier carrément la culture vidéoludique à travers ces objets qui deviennent des textes centraux. Et on n'est pas c'est pas seulement Graham, il y a donc Mia Consalvo récemment qui a consacré un article au Twitch, à la culture Twitch, avec exactement le même argument. Et c'est aussi le cadre englobant, l'argument qui a guidé la rédaction de cet article avec Isabelle, sur Kinéphanos. La plupart des cadres conceptuels que vous allez voir aujourd'hui sont disponibles gratuitement en open access sur Kinéphanos. Quand on a fait de la revue de littérature, on est tombé sur déjà des arguments très similaires qui prédatent de loin ce que j'ai fait, ce que Mia et ce que Graham ont fait. Déjà, Jean Baudrillard, dans son flamboyant « Le système des objets », disait « La publicité est d'abord consommée plutôt qu'elle ne dirige la consommation ». En fait, pour lui, on développe une espèce de résistance à la publicité, mais on la consomme pour elle-même. Quand on feuillette un magazine de jeux vidéo, on voit des milliers de publicités au fil des ans, et ça codéfinit largement notre imaginaire vidéoludique, l'idée qu'on se fait de la culture vidéoludique. Donc voilà, ce sont des idées qui émergent depuis longtemps. Le fil rouge de la présentation aujourd'hui, donc, c'est de questionner la centralité du texte-jeu dans notre étude de l'histoire de l'expérience du jeu et étudier ce que j'appelle le cadre promotionnel pour le cadre en soi comme étant une valeur intrinsèque, un objet central dans l'étude de la culture. On va présenter d'abord les nombreux écueils et difficultés méthodologiques dans le développement de l'outil, et ensuite on va aller avec cette étude comparative entre Tilt en France et Computer Gaming World aux États-Unis,
Il y a 20 concepts, il y a 20 cadres qu'on a étudiés dans ce système. On va se restreindre à 6 des concepts parce qu'on n'a pas un temps infini. Et on va inscrire ces 6 concepts, comme les fantasmes de puissance, la sexualisation des femmes, dans ce que Klein et ses collègues appellent la masculinité militarisée. On y revient donc un peu plus tard. On a bien sûr fait une recension des écrits pertinents. Il y a des études très intéressantes sur la publicité de l'informatique, notamment, je vous recommande chaudement cet article « Marketing the Monster », où messieurs Asprey et Debbie Beaver ont étudié plusieurs milliers, en fait, quelques milliers de publicités sur plus de 30 ans, non pas de jeux, mais de hardware, d'ordinateurs. L'article qui a été le plus fondamental dans notre recherche de méthode, c'est The Video Game Lightning Rod de Dimitri Williams, qui étudie non pas la presse spécialisée, mais la presse généraliste. Donc, sur 30 ans, dans Time Magazine et Newsweek, les magazines généralistes les plus lus aux États-Unis, il a encodé ce qu'il appelle des frames. Donc, on reprend très directement ces fameux frames, les cadres. On en parlait avec William hier, donc cette idée de technophobie. Monsieur Williams remarque que pour tous les nouveaux médias, depuis la télévision, même la BD, d'autres déclinaisons, previous media have encountered a consistent series of utopian and dystopian reactions to new technologies, often simultaneously. Donc, lui, ce qu'il s'amuse à faire, finalement, c'est à encoder les articles. Est-ce qu'on retrouve une couverture technologique avec une appréciation digne de ce nom? Est-ce qu'on désigne les créateurs de jeux comme des auteurs? Il va encoder avec ses auxiliaires de recherche ces différents aspects et il va créer donc une base de données qui permet de mener à des graphiques intéressants et de tracer donc des courants historiques ou de voir des tendances fortes se développer. C'est exactement ce qui nous a inspiré pour ce volet du projet Shack. J'avais déjà des hypothèses de départ qui guidaient mon inspection, donc j'avais développé certains des concepts qu'on voulait inspecter lors de ma recherche postdoctorale où j'étudiais le paratexte et la publicité et les tutoriels et tout ce qui est assistance prodiguée aux joueurs. Donc j'ai écrit quelques articles sur ce sujet. À l'époque, j'avais une hypothèse centrale que le jeu vidéo, au niveau de comment on s'adressait aux joueurs, on est parti d'une antagonisation, vous ne pourrez pas vaincre ce jeu, à une espèce de fantasme de puissance ou d'accessibilité. On l'a vu avec les exemples de Mario cités un peu plus tôt aujourd'hui. On prend le joueur par la main et on lui communique cette idée qu'il pourra vaincre. Ça se retrouve très facilement. Donc, il y a des nuances à apporter. Là, si vous allez lire l'article, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais clairement, entre The World's Hottest Game, Now Even More Challenging et Now You're Playing with Power, il y a quelque chose de l'ordre d'un changement de paradigme dans la manière de s'adresser aux joueurs. Mais les impressions, c'est toujours un mauvais guide. Je voulais documenter avec un peu plus de données fiables pour pouvoir étayer ces hypothèses. Ah oui, il fallait évidemment mettre le Power Glove. Je précise que justement, ce n'est pas juste un encodage textuel qu'on a fait. On a aussi, pour chacun des concepts, on a défini des motifs visuels où les auxiliaires de recherche pourraient encoder, par exemple, ici, fantasme de puissance, parce qu'on communique très visiblement cette idée à travers le Power Glove, qui s'appelle quand même Power Glove après tout. Donc, on a fait une typologie initiale de cadres promotionnels. On en a une vingtaine en tout. On a débuté l'inspection dans 3 magazines de la presse spécialisée. Je saute ces détails, ce n'est pas très important. On a révisé la typologie après de l'intercodage sommaire où on voyait qu'on ne comprenait pas les concepts toujours de la même façon. Et donc, on a terminé avec un encodage systématique de 15 ans. Pourquoi 15 ans? Bien, parce que donnez-moi de l'argent puis je vais en faire plus. C'est toujours ça la réponse à cette question-là. Des gros problèmes émergent très rapidement avec mes auxiliaires, c'est Carl, est-ce qu'on va vraiment encoder toutes les publicités? Donc, si vous regardez un quart de page dans l'image de gauche, il y a quand même beaucoup de très petites publicités. Et là, j'ai dit, OK, on va définir un critère de visibilité minimale qui est totalement arbitraire, un quart de page. Et parfois, donc, c'est pas évident, est-ce que ça remplit un quart de page ou non, mais je les guidais avec cette idée générale du quart de page. Imaginez un lecteur modèle qui feuillette. Un quart de page, ça reste visible. Hein. Il y a des motifs et des images qui vont rester, qui vont apparaître et être mémorisés, même s'il n'y a pas une fixation très concrète. Mais les listes de petits jeux, des petites publicités, sans doute qu'elles sont évacuées assez rapidement au fil de la lecture hypothétique et idéalisée, bien sûr. On a aussi défini des catégories. Donc, nos cadres, il y en avait 20. On s'est dit, en quoi ils se ressemblent-ils? En quoi se distinguent-ils? 3 catégories globales ont émergé. Les cadres diégétiques qui nous révèlent quelque chose sur l'univers qu'on va consommer, l'univers ludique. Les cadres expérientiels qui veulent nous communiquer quel type d'expérience on va avoir, en fait, avec ce jeu. Et les cadres historiographiques, les cadres qui nous disent carrément que le jeu
s'inscrit de telle manière dans l'histoire du jeu ou qui réécrivent carrément l'histoire du jeu. Je m'intéresse particulièrement à ces cas où le marketing de jeux vidéo vient devenir un agent historiographique co-rédige l'histoire du jeu vidéo, parce que c'est évidemment très problématique. Donc, des exemples. Ça, ici, c'est le cadre de l'adorabilité, un cadre diégétique qui nous communique cette idée que, ben oui, on est dans un univers merveilleux avec des créatures fantastiques. Il y a des traits stylistiques, bien sûr, c'est pas juste des aspects diégétiques, mais bref, on va être dans ce type d'univers-là. Avec l'encodage, avec le SHAC, on sait, donc on peut faire des études comparatives. Point de vue synoptique, aux États-Unis, 4 en France, avec Tilt, on en voit plus, presque, enfin, on en voit le double. Dans un séminaire avec Alexis Blanchet, on réfléchissait à pourquoi, comment expliquer cette disparité. Ben, il y a peut-être le fait qu'il y a beaucoup d'adaptations de BD franco-belges sur le territoire européen et français notamment. Donc, le but, maintenant, le plaisir de toutes ces données, c'est d'essayer de faire dialoguer avec la culture englobante pour voir les raisons qui expliquent les disparités. On a aussi avec le SHAC la possibilité de voir des lignes du temps. Et donc, si vous passez votre curseur sur les différentes colonnes, non seulement vous avez le chiffre absolu de publicité encodé cette année-là, mais vous avez le pourcentage relatif. À terme, quand j'aurai essayé de négocier les droits d'auteur, vous pourrez cliquer sur le graphique, cliquer sur la publicité et voir apparaître la publicité. Mais c'est la dernière étape qui n'est pas encore implémentée sur notre serveur. Un exemple de cadre expérientiel, immersion, un sujet qui m'obsède depuis ma thèse. On a défini des aspects textuels et visuels qui viennent communiquer cette idée que vous allez vivre une expérience immersive extraordinaire, incroyable. Toute mention de réalité virtuelle, ce jeu est comme la réalité virtuelle, par exemple, et pour motif visuel, comment communiquer cette idée de rupture ou de fusion entre l'espace représenté et l'espace réel, sinon que le fameux vaisseau qui sort de l'écran. Le croiriez-vous, c'est un motif qu'on a utilisé à toutes les sauces. J'aime beaucoup les joueurs de soccer qui sortent de l'écran. Et mon préféré, c'est dans Tilt, personnellement, avec cette superbe abstraction de jeu de tennis donc, qui dépasse les cadres de l'écran. Donc, ce qu'on veut communiquer, visiblement, c'est l'expérience d'une immersion profonde dans le jeu. Et un exemple de cadre, Donc, on voit ici qu'il y a des cadres qui sont plus ou moins présents. On va voir dans quelques instants des concepts promotionnels qui sont beaucoup plus présents que cet exemple-là. Enfin, cadre historiographique, je l'ai dit, c'est fascinant quand le département marketing veut écrire l'histoire du jeu vidéo. Blood Money, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent encore Blood Money ici? Ben, levez la main, soyez fiers. En Amérique, c'est pas du tout connu. C'était sur Amiga, c'était sur les ordinateurs personnels. Donc, Blood Money, all that's right there. Are you ready, really ready for this one? Have you got the courage to load up the experience that makes all the other games you've played seem prehistoric? On voit très souvent, en fait, ces prétentions il y a une révolution marquée par un jeu. En France, par exemple, Midwinter 2, les flammes brillent de tous leurs éclats. Une nouvelle ère est en train de naître. Rien de moins, M. Singleton doit être très fier en voyant la publicité de son jeu. Et encore une fois, donc, là, je vous balance des résultats au visage. Il faudrait prendre le temps, lors d'un article qu'on va rédiger bientôt, on va prendre le temps de bien expliciter les périodes, les moments forts. Donc voilà, ça c'est l'exemple de trois types de cadres, pardon. On va en expliciter plusieurs à travers la masculinité militarisée. Mais ce n'était pas suffisant. On s'est rendu compte qu'il faudrait encoder aussi le public cible. Et là, je ne passerai pas à travers toutes ces catégories rapidement, mais on voulait encoder, est-ce qu'on voit un public cible? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? On ne le voit pas si souvent que ça dans le marketing de jeux vidéo, le petit gars ou la petite fille en train de jouer. Donc, on s'est dit, OK, on va cibler des gens à travers le protagoniste. Donc, on a rajouté les catégories démographiques pour le protagoniste. Mais là, on s'est rendu compte que si on voulait trouver... Attendez, on va donner des exemples. Voici, mesdames et messieurs, une image troublante de minorisation de 51% de l'humanité. Les protagonistes sont hommes dans 45% des publicités. Ça, c'est du point de vue synoptique des deux magazines. 1% de protagonistes féminins, ce qui est quand même un peu désolant. Multi, c'est un concept qu'on a, tout simplement, c'est les deux ensemble. Donc, si on inclut les cas où il y a aussi une protagoniste féminine et un gars en tant que protagoniste, on se ramasse à 3%. C'est familique, on va se le dire. Et quand on s'est intéressé... Ah oui, donc on s'est posé plein de belles questions, de genre, est-ce que Lolo est un garçon? Lolo est un garçon dans un système sémiotique où la princesse s'appelle Lala. Et Lolo est un garçon dans un système sémiotique où bleu, c'est garçon, et Lala est probablement rouge ou rose, n'est-ce pas? Donc, on s'est posé vraiment plein de belles questions à travers le développement de la méthode, dans le sens où est-ce que Sonic the Hedgehog est un garçon?
c'est pas spécifié très clairement, mais dans la plupart des cultures occidentales, le bleu est fortement connoté, bien sûr. C'est ce qu'on appelait déjà, bien avant la publicité de jeux vidéo, enfin, dans la couverture généraliste étudiée par Williams, on appelait ça les Jocktronics. Je trouve que le terme est fabuleux, et c'est un motif qui est resté fréquemment dans la presse généraliste. Donc, on parle souvent de « boys and their toys », donc c'est toujours fortement associé à un public cible masculin. EM, c'est ethnicité majoritaire, et MV, c'est minorité visible. Quand on a voulu trouver des traces de minorité visible, on s'est collé à un autre problème, c'est que même avec les protagonistes, on en trouve vraiment, vraiment très peu. Donc, on a développé, c'est typiquement bien sûr des jeux de karaté, vous vous en doutiez, j'en suis sûr. C'est surtout là qu'ils sont bons, enfin, les protagonistes de minorité visible. On a ajouté une troisième catégorie démographique parce qu'on s'est dit, OK, on ne trouve pas de minorité. Où sont-elles? Elles sont en arrière-plan. Ce sont dans les autres personnages accentués dans la publicité qu'on va trouver des représentations de minorités visibles. Et donc, on s'est dit, OK, si on veut travailler sur ces questions-là, on va ajouter une catégorie minorité, autres personnages accentués. Donc, vous voyez que notre outil démographique, on n'a pas les différents types d'ethnicité. On ne pouvait pas encoder les dizaines et les dizaines de concepts qui sont intégrés dans des listes démographiques, mais juste avec le concept d'ethnicité majoritaire et de minorité visible, on peut déjà retrouver des publicités où il y a des représentations de ces minorités. Alors, comment ça va au niveau du temps? Oh, ça va mal. OK. Masculinité militarisée. On va faire une brève étude comparative. En gros, donc, la masculinité militarisée a été définie, laissez-moi voir si je ne peux pas avancer tout de suite à l'essentiel. Ce serait? Mais si je n'y parviens pas, ce sera déjà bien quand même. Voilà. Donc, c'est défini par Stephen Klein et ses collègues. On va associer 6 cadres promotionnels dans le cadre du CHAC à cette idée que, finalement, on cible, c'est un paradigme culturel, la masculinité militarisée. On cible surtout des garçons et on les cible à travers certains thèmes récurrents. Donc, bellicisme, célébration du conflit armé, hyperviolence, demoiselle en détresse, sexualisation, fantasme de puissance et antagonisation. Êtes-vous prêts? On y va. Bellicisme, célébration du conflit armé. C'est le frame le plus présent à part attraction technologique. On s'est posé d'autres belles questions, du genre, est-ce que les représentations de sports violents, le football, le karaté, ça compte là-dedans? On s'est dit que non, c'est une forme de violence ritualisée et on va minimiser son encodage. Et malgré cette minimisation-là, mesdames et messieurs, 66% et 57% respectivement des publicités intègrent le bellicisme comme cadre promotionnel front and center. Il est à peu près partout. Il est majoritaire et ce sera intéressant, bien sûr, de vérifier à quel moment on voit qu'il apparaît, qui se cristallise dans l'imaginaire vidéoludique. C'était pas suffisant de juste parler de bellicisme. On voulait aussi parler de hyper-violence parce qu'il y a une distinction très claire au niveau du cadre. Aussitôt qu'on parle de démembrement d'hémoglobine, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui change. Il y a le public qui change. Premièrement, on peut s'adresser à des gens un peu plus âgés et les compagnies, sauf Nintendo, bien sûr, vont se permettre d'intégrer des éléments de type Skull avec de l'hémoglobine qui coule ou la chose de Grottenberg, donc de la violence graphique hyper évidente. C'est aussi, parfois il y a un maillage avec ici, adorabilité, il y a des références hyper violentes aussi dans la description textuelle quand on prend le temps de la lire, on n'a pas le temps présentement. Mais bref, on a vraiment pris le temps de distinguer des concepts qui nous semblaient utiles pour mieux comprendre l'évolution du marketing vidéoludique. Et donc, voilà, si vous voulez aller voir sur Luda, vous allez avoir des lignes du temps avec des colonnes, encore une fois, que vous pouvez naviguer et retrouver les références très précises à chacune des publicités. Demoiselle en détresse, est-ce que vous la voyez? Elle est un peu cachée à l'écran, donc elle est tenue ici même. Spoiler, elle est un peu sexualisée aussi, juste à peine. On la voit aussi dans... il y a une mention textuelle que vous devez sauver la princesse Lala, n'est-ce pas? C'est un cadre qui est moins présent que ce qu'on aurait pu croire. On a été assez surpris, en fait, qu'il ait été moins visible que ça dans la publicité vidéoludique. Et quand le pourcentage est aussi faible, c'est toujours mieux d'aller voir le timeline, parce que là, on peut voir année par année. Donc, parfois, ça monte à 6 ou à 10%, par exemple. C'est quelque chose qui est très présent, c'est connexe souvent avec la sexualisation. Ici, on a des protagonistes féminines et non pas des demoiselles en détresse.
on s'est posé de longues questions à savoir qu'est-ce que la sexualisation des femmes, et on s'est aussi posé la question, est-ce que les hommes sont sexualisés à travers des représentations de ce type-là? Faut comprendre qu'il y a 2 homosexuels dans le groupe qui a encodé, donc je saute à cet aspect, oui, excusez-moi. On note que les protagonistes féminines sont sexualisées parfois 1/6, parfois 100% du temps, ça dépend des années, mais donc je pense que cet outil est très utile parce qu'on peut combiner dans notre recherche cadre conceptuel et public cible. Et là, on peut voir justement les agrégats, les espèces de cristallisation entre concepts. Est-ce que ça, c'est de la sexualisation? Après tout, donc je l'ai dit, il y avait 2 homosexuels dans le groupe qui encodait les données. Et cette image-là me disait vaguement quelque chose. Ça me rappelait... En fait, j'ai fini par comprendre quand j'ai reçu un cadeau de Tom of Finland. C'est à peu près pareil. Donc, Agar, c'est à peu près une copie exacte des personnages typiques de Tukko, donc, qui est un artiste qui fait de l'érotica gay en Finlande. Et donc, on a dû faire un choix éditorial que non, sans doute que l'intention derrière la publicité n'était pas de titiller les jeunes homosexuels à travers ces publicités. Sans doute que l'intention était de communiquer tout autre chose, en fait. Et c'est là qu'on a défini plus clairement le concept de fantasme de puissance. Vous avez des muscles hypertrophiés partout. Clairement, on veut communiquer l'idée que... En fait, vous faites une... Regardez, il fait une savate en flexant tous ses muscles. Je veux dire, c'est quand même pas mal, n'est-ce pas? Donc, voilà. On s'est dit que c'était intéressant d'analyser le fantasme de puissance, qu'on retrouve aussi même dans des jeux beaucoup plus adorables. Donc, Mario's back, bigger and badder than ever before, parce que vous avez toujours pensé à Rambo quand vous jouez à Mario, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est assez présent. C'est un concept qui est, grosso modo, vraiment une constante dans l'histoire du jeu vidéo, l'histoire du marketing de jeux vidéo. Encore une fois, si on le croise avec le public cible masculin, là, donc sur 45% de protagonistes masculins, il y a le tiers, à peu près, qui va être représenté avec une musculature hypertrophiée pour communiquer cette impression de puissance. Ou alors, c'est textuel. Il y a des éléments textuels, bien sûr, qu'on notait. Dernière, et là, je dépasse sans doute un tout petit peu, mais dernière, c'est le cadre de l'antagonisation, et le croiriez-vous, même Nintendo s'adonnait à ce cadre à l'époque. « You cannot beat us ». Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette publicité terrifiante? Elle est véritablement terrifiante. We are Nintendo, you cannot beat us. C'est une pratique d'interpellation ludique qui prédate le jeu vidéo, bien sûr. C'est l'antagonisation en vue de vous impliquer dans le conflit ludique. Et donc, on l'a retrouvé, bien évidemment, dans un très grand nombre de publicités, jusqu'au Tour de France, hein, qui est l'épreuve la plus éprouvante du monde, rien de moins. Donc, un peu moins présent en France, mais on voit que c'est quand même un des cadres conceptuels parmi les plus visibles. Donc voilà, je m'arrête ici. Le but est strictement de continuer à interpréter ces résultats pour établir quels sont les grands paradigmes culturels dans l'imaginaire vidéoludique, déterminé en grande partie par la publicité de jeux vidéo. Merci beaucoup. Merci. 70 diapos. On peut peut-être revenir avec des questions qui vont permettre de réouvrir le fichier PowerPoint s'il est maîtrisé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste assommer avec 70 diapos. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je me posais la question, est-ce que vous vous êtes intéressé ou vous comptez vous intéresser à l'origine en fait de ces représentations? Est-ce qu'elles sont dictées par l'éditeur? Est-ce qu'elles sont dictées par des régies publicitaires qui travaillent pour les éditeurs? Genre de questions. C'est une très bonne question. Donc, ça ne faisait pas partie du projet à la base, mais oui, je pense que si... Bon, le but, c'est de poursuivre et d'intégrer des magazines de plein d'autres régions du monde. Si j'ai du financement, c'est ce qu'on va être en mesure de faire. Et je pense que oui, d'interviewer des équipes marketing, des gens qui travaillaient sur ces équipes marketing pour mieux documenter où est-ce qu'ils ont pris ces idées-là. Sans doute qu'ils les ont repêchées souvent dans d'autres pratiques publicitaires aussi. Mais je serais très curieux de voir à quoi ils pensaient exactement quand ils ont créé ces campagnes publicitaires. Actuellement, je ne suis pas du tout en contact avec ces groupes-là. On ne fait pas beaucoup d'histoire orale et d'ethnographie à l'UDM, mais je pense que ça serait définitivement une avenue à emprunter. Il y avait William juste en arrière, je pense. Question vraiment idiote, mais en fait, tu as titillé ma curiosité. Je veux savoir si vous aviez trouvé, malgré tout, dans votre corpus, des exemples de personnages masculins sexualisés à dessein. Sans mauvais jeu de mots. Ben, moi, il y en a plein que je trouve très charmants, mais
pas nécessairement une référence. Écoute, il y a il y a une BD, Ranks, je pense que j'ai cité, je pense que c'est un personnage assez, pas un Deadpool, là, mais qui est assez pince sans rire, qui peut être assez vitriolique. Je ne sais pas s'il y a peut-être un jeu conscient sur sa sexualité. Je ne connais pas assez bien tous les personnages représentés non plus, mais c'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait des représentations avec musculature hypertrophiée où il y a une espèce de jeu sur la sexualité du personnage ou un jeu de séduction à travers cette représentation-là. Est-ce que tu en connais personnellement, William? Non? Non, mais justement, ça m'a intéressé d'en découvrir. C'est pas une grande surprise que la publicité en général est très hétérocentrée dans le jeu vidéo. Je me demandais justement, c'est l'avantage de ces corpus très vastes, c'est que ça permet des fois de découvrir des espèces de petites... Il y a un cas intéressant qui me revient, et là, il faudrait inspecter le corpus japonais. Donc, si ça vous intéresse, allez voir le LGBTQ Archive de Adrian Shaw et ses collègues, c'est fascinant. Donc, ils font un répertoire de tous les personnages qui sont fortement soupçonnés d'appartenir à une lettre de l'acronyme, donc LGBTQ+. Et donc, Eisho Aniki, qui est une série japonaise, c'est Super Brothers, c'est de la musculature hypertrophiée, mais ils sont tellement caricaturales dans cette appréciation du bodybuilding qu'ils ont été appropriés par les cultures de fans homosexuels ou LGBTQ. Donc, sans doute que oui, là, dans les publicités, en fait, si on s'intéressait à la réception du public, moi, je l'ai dit, on a pris un biais en se disant c'est quoi le message qui est voulu par l'éditeur ou par le département marketing. Mais les communautés de fans se réapproprient. Je suis sûr que Agar, dans Final Fight, est réapproprié par les communautés de fans comme un personnage qu'ils trouvent érotique, qu'ils trouvent séduisant. Eisho Aniki, c'est exactement ça. Ils ont le même physique. Mais au Japon, il y a cette espèce de mode de se foutre de la gueule des gens qui valorisent le culturisme. Donc, c'est un peu un point de vue qui les ridiculise, entre autres parce que c'est associé à l'homosexualité. Si j'ai bien compris, je ne suis pas encore un grand spécialiste de la culture japonaise, mais si j'ai bien compris, hypertrophie musculaire est connotée désir, et donc ces personnages-là pourraient être vus comme une forme de sexualisation à travers la publicité. Est-ce qu'il nous reste du temps pour une question? Une. L'ultime question. Il vient de la poser. Et le silence fut. Eh bien. Pas obligé non plus. C'est la dernière, pardon. Non, et un élément qui me questionne beaucoup, c'est je me demande si l'évolution que vous pouvez observer dans la typologie des publicités va refléter davantage des modes dans les différents genres populaires qui évoluent avec le temps, ou peut-être également des modes dans la publicité elle-même. Oui. C'est une question très pertinente. Et puis, encore une fois, dans cette idée de décentrer le texte-jeu et de recentrer sur les épi- ou para- ou péritextes, on pourrait dire très bien que c'est une partie prenante de l'imaginaire vidéoludique ou de la culture vidéoludique. Mais en effet, une mode qui m'a fasciné, Captain Blood, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, mais dans la campagne américaine, j'avais sauté cette diapo, voilà. Dans la campagne américaine, on a rajouté « Madame ». Dans la version européenne, c'est strictement l'espace intersidéral qui nous occupe, qui nous intéresse. Et là, aux États-Unis, à ce moment-là, on s'est dit, ça fait déjà un moment qu'on a de l'hyperviolence dans les publicités, qu'on a de la sexualisation dans les publicités. Donc, l'équipe marketing s'est dit, il y a 50 personnages à peu près dans le jeu. Il y a un des extraterrestres qui, vaguement, a une poitrine protubérante, mais on la voit pas plus que les 50 autres personnages. Alors qu'ici, on a vraiment l'impression que c'est presque un personnage central, n'est-ce pas? C'est pas du tout un des personnages principaux du jeu. Et c'est sans doute un effet de mode publicitaire que d'avoir dit qu'aux États-Unis, à ce moment-là, on va rajouter cette figure hypersexualisée. Donc oui, ça serait intéressant à analyser. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Carl Terrien, et à tous les participants.